بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم كامل على المباشر في الملتقى الافتراضي الدولي حول ريادة الأعمال والإبداع والمؤسسات الناشئة والتكنولوجيات. نرحب بكل الحاضرين معنا من خبراء وباحثين وأساتذة. نرحب بكل الحضور، بكل الشباب، بكل الناس اللي يتابعون مباشرة عبر صفحات الفيسبوك ENCG CITIF Business School و ENC CITIF Digital School. أرحب كذلك بكل اللي راهم هنا حاضرين معنا عبر الزوم مباشرة. اليوم برنامج المحاضرات تاع اليوم هناك خمس محاضرات. المحاضرة الأولى التي ستقدمها الأستاذة أسماء إيمر. المحاضرة الثانية كلود أنانو. المحاضرة الثالثة من طرف اسماعيل حجاب. المحاضرة كذلك سيكون معنا بالمهوب مدير البورصة، كما يكون معنا كذلك على المباشر اليوم ابتداء من الساعة 9 السيد وزير المؤسسات الناشئة، المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة. المحاضرة الأولى ستقدمها الأستاذة البروفيسور أسماء أيمر بعنوان How Artificial Intelligence is Changing Business. سأقدم لكم من هي الأستاذة البروفيسور أسماء أيمر. Donc Asma Aymor, c'est une originaire, elle est originaire de Constantine. Elle est professeure au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal et directrice et qui dirige le laboratoire d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Elle a obtenu son ingénierat de l'Université de l'Harrach d'Alger et son doctorat en informatique option USTHB d'Alger et son doctorat en informatique option intelligence artificielle de l'Université de Paris 6. Elle travaille sur la confidentialité et la sécurité des données en appliquant des techniques d'intelligence artificielle pour gérer les données personnelles dans différents contextes. Ses recherches portent sur les réseaux sociaux, la sensibilisation à la sécurité informatique, les systèmes de recommandation et la protection de la vie privée. Professeur Asma Imer a été directrice pendant 10 ans d'un master en commerce électronique, un programme conjoint entre l'école HEC Montréal, la faculté de droit et le département d'informatique de l'Université de Montréal. Elle a siégé sur plus de 250 comités de programmes de conférences internationales. En 2006-2016, professeur Asma Aymor a été présidente du programme des 24 ateliers de la conférence mondiale sur le web, dont l'un était co-organisé par Tim Berners-Lee, l'inventeur du web lui-même. Professeur Asma Aymor a reçu en 2018 le prix Congrès maghrébin du Québec, CMQ. Elle fait partie des 6 meilleurs scientifiques québécois d'origine maghrébine. Elle était la seule femme. Le congrès était présidé par Madame Baïk, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. En 2019, elle a été la représentante du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada sur le comité du panel Canada-UK Artificial Intelligence Initiative for Responsible Artificial Intelligence. En 2020, elle est de la monographie Everything Smart, Future and Internet of Things Application et également co-éditrice de Privacy and Ethical Issues in Online Deception. Associée à la revue Frontiers in Artificial Intelligence, elle est actuellement rédactrice associée de 3 revues: International Journal of Privacy and Health Information Management, AEE Transaction on Big Data et Artificial Intelligence for Human Learning and Behavior Change. En conclusion, professeur Asma, depuis la fuite de plus de 4 millions de données
En conclusion, depuis la fuite de plus de 4 millions de données de ses clients en 2019, la Banque canadienne Desjardins a fait appel au professeur Esma Imer pour siéger sur le comité aviseur d'experts afin d'établir une stratégie pour la protection des renseignements personnels et de l'identité numérique. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans ce colloque international, premier forum virtuel international, professeur Esma Imer. Et on s'excuse qu'on a un petit peu un problème technique. Donc, on ne peut pas voir Esma Imer en live parce que nous avons juste des problèmes techniques de sa caméra. Donc, je donne la parole au professeur Esma Imer. On s'excuse qu'on a un petit peu un problème. S'il vous plaît, vous fermez, s'il vous plaît, les... Je donne la parole au professeur. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction, Monsieur Mansouri. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui d'être parmi vous et j'aimerais remercier l'INCG de Sétif et en particulier Monsieur Mansouri. Et sans plus tarder, je vais commencer ma présentation. Hier, c'était une journée très intéressante et j'ai cru comprendre que certains auditeurs auraient voulu que la conférence soit en français, alors que d'autres voulaient qu'elle soit en anglais. Bon, écoutez, l'anglais, c'est la langue de la recherche, on ne peut pas y échapper. Alors, j'ai choisi le juste milieu. Vous allez avoir les slides en anglais, mais je vais m'exprimer en français pour satisfaire un peu tout le monde. On m'a demandé également... Voilà, on m'a demandé également de ne pas être très technique, vu que le public cible n'est pas homogène. Donc, je vais essayer de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle et puis de vous dire quels sont les apports, les bienfaits et puis aussi les méfaits, malheureusement, de l'intelligence artificielle en général et dans le business en particulier. Voilà. Est-ce que vous voyez mes slides? Vous les voyez? Oui. D'accord. Parfait. Parfait. D'accord. Donc, je vais mettre en mode full screen. Alors, qui je suis? Alors, vous l'avez dit déjà, je suis d'origine constantinoise. J'ai fait mon primaire à Constantine, à l'école Brunet. Et ensuite, on est parti à Alger, où j'ai étudié donc Alger au CEM, au lycée Mokrani et puis à l'université de Bab-Zouar, où j'ai eu mon ingénierat. Et c'est là que j'ai commencé l'intelligence artificielle. C'est en Algérie, ce n'est pas au Canada. En fait, j'étais dirigée par ma promotrice, mademoiselle Rabia Cherouk à l'époque. Et j'ai fait avec mon binôme le premier système expert d'aide au diagnostic médical dans les ictères rétentionnels chirurgicaux. C'était le professeur Meradji en chirurgie à Cuba qui m'a dirigée avec le capitaine Mézienne à l'hôpital de Ain Nadja. Donc voilà. Ensuite, je suis partie à Paris 6, Jussieu, où j'ai fait mon master et mon PhD, donc mon doctorat en intelligence artificielle, sous la direction du professeur Jean-Gabriel Ganassia. Et j'ai été amenée à appliquer les techniques en médecine, en minéralogie, en biologie et en particulier la reconnaissance de la voix. Voilà. Je dirige le laboratoire intelligence artificielle et cybersécurité à l'Université de Montréal. Et comme l'intelligence artificielle, c'est une multitude d'expertises, il a fallu que je fasse appel à d'autres collègues à moi, à l'université, dans différents secteurs. En Natural Language Processing, Human Factors, en Recommender Systems, Emotional Intelligence, donc l'intelligence émotionnelle, l'éthique. J'ai fait appel à des éthiciens, à des psychologues, à des sociologues, etc. et même des gens en droit. Ce qui m'amène ici à vous montrer les photos des quelques collègues qui font partie de mon laboratoire. Voilà. Ma recherche est spécialement focalisée sur la privacy, donc la vie privée, les facteurs humains de la cybersécurité. Vous savez que la cybersécurité, c'est très, très large. Hein. Donc, il y a des gens qui s'intéressent au hardware, aux machines, d'autres qui s'intéressent au cyberterrorisme, d'autres qui s'intéressent au cyberbullying, whatever. Moi, je m'intéresse aux facteurs humains qui font que les gens ne sont pas en sécurité.
Les chatbots qui sont des agents conversationnels, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'éthique et l'intelligence émotionnelle font partie de ce à quoi je m'intéresse, pardon, et les recommender systems. Mais bon, bien sûr, appliqué au commerce électronique, aux réseaux sociaux, natural language processing, qui est donc le traitement de la langue naturelle, etc., etc. Voilà, alors ça, c'est le plan que je vais suivre tout de suite. Après une brève introduction, je vais parler de l'intelligence artificielle dans le domaine du business, les bénéfices, les bad sides, qui sont donc les mauvais côtés, puis un petit peu de régulation avant de conclure. Est-ce que vous m'entendez bien jusqu'à maintenant? Vous m'entendez bien? Très bien, madame, très bien. Merci, d'accord. Alors, pour démystifier un petit peu l'intelligence artificielle, je dirais que c'est la simulation du raisonnement humain. Alors, pour simuler le raisonnement humain, il faudrait faire appel à beaucoup de skills, d'habilités comme l'apprentissage, le mode de raisonnement, le fait de pouvoir se corriger, le fait d'apprendre de ses erreurs, etc. Et je dirais que l'intelligence artificielle se fixe comme but de modéliser l'intelligence humaine prise comme un phénomène. De la même manière que la physique, la chimie ou la biologie ont pour but de modéliser d'autres phénomènes. D'accord ? J'ai donc déjà parlé du learning process, qui est le processus d'apprentissage où on va faire appel à des algorithmes. Savez-vous que le mot algorithme vient du mot arabe, il a des racines arabes, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais il faudrait le savoir. Et puis, ce qu'on appelle les règles, les algorithmes aujourd'hui, c'est-à-dire la recette qu'on va suivre pour que la machine puisse accomplir la tâche qu'on lui demande de faire. Pour faire plus simple, si vous faites un gâteau au chocolat, on va vous demander la recette. Et bien, la procédure que vous allez suivre, c'est-à-dire de mettre du chocolat à fondre avec du beurre, d'attendre que le mélange se refroidisse pour ajouter les œufs, pour ajouter la farine, la levure, etc. Ça, c'est une procédure et donc, c'est un petit algorithme qui va expliquer aux gens comment faire une recette, un gâteau au chocolat. Mais si jamais vous rajoutez des contraintes de dire que, attention, il faut que le mélange soit froid pour ajouter les œufs, si vous rajoutez d'autres conditions, l'algorithme devient un petit peu plus compliqué. Et évidemment, ça, ce n'est qu'une petite métaphore. Mais imaginez que vous ayez à faire des millions de gâteaux de chocolat par minute. Eh bien, c'est exactement ce que font les algorithmes, c'est-à-dire qu'ils ont une puissance de calcul, une rapidité absolument effarante, qui font qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a regagné des lettres de noblesse. Voilà. Alors, c'est une branche de l'informatique, pardon, et qui fait donc appel au planning, à la planification, au raisonnement, résolution de problèmes, prise de décision. Et si on revient à la naissance de l'intelligence artificielle, c'est né en 1956 au Dartmouth Conference dans le New Hampshire. Et à l'époque, John McCarthy était très jeune et il avait rencontré celui qui deviendra plus tard le prix Nobel d'économie, Herbert Simon, et Alan Newell, Claude Shannon, etc., tous des sommités qui se sont rencontrés, des économistes, des informaticiens, enfin une belle panoplie. Et ils ont décidé que cette nouvelle discipline allait s'appeler intelligence artificielle. Voilà. Le prix cette année a été donné à 3 personnes, un Français et 2 Canadiens. Le Canadien qui est à droite complètement s'appelle Yoshua Bengio. C'est mon collègue au département d'informatique à l'Université de Montréal. Et le prix Turing, c'est à peu près, je dirais, le prix Nobel. Ça représente le prix Nobel en informatique. Alors, ces 3 personnes ont fait un travail fantastique sur les réseaux de neurones. Et à l'époque, les machines n'étaient pas encore très puissantes parce qu'il n'y avait pas trop de données à l'époque, je dirais, dans les années 90. Hein. Ce qui fait que ces 3 personnes se sont rencontrées, ont travaillé et depuis à peu près 7-8 ans, le deep learning est devenu extrêmement à la mode puisqu'il permet de résoudre beaucoup de choses et les machines sont devenues de super calculateurs. Bien. Alors, on trouve l'intelligence artificielle dans le domaine médical, dans l'éducation, dans le business, dans la reconnaissance faciale, etc. Un petit peu partout où il faut raisonner,
il faut prendre des décisions, il faut planifier, etc. C'est-à-dire que n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, c'est encore une fois la simulation du raisonnement humain. Là, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur l'intelligence artificielle et j'attire votre attention sur, en haut, au milieu, 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout a commencé avec ce film et bien sûr, après, il y a eu plein d'autres films. Et je dirais que je recommande de regarder celui de Minority Report avec Tom Cruise, qui est absolument fantastique. Et si je reviens en arrière, excusez-moi, Transcendance avec Johnny Depp, ça fait un petit peu peur parce que ça nous montre que les machines prendront peut-être un jour le contrôle, mais on est loin de là, ok? Pas pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire celle que les hommes peuvent encore contrôler. Il y a une quinzaine d'années, on m'a demandé quel était mon avis sur l'intelligence artificielle. Et c'était donc dans le forum Les jeux sont-ils faits? Et j'avais écrit un article sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Et je vous assure que j'étais loin de me douter que ça allait, je dirais, prendre de l'ampleur et aussi rapidement. Et oui. Alors, regardons un petit peu les benefits de l'intelligence artificielle. Il y a un changement économique certain, puisque cette photo a été prise à, je ne sais plus trop, mais en tout cas, quand j'étais à Singapour, dans les banques, j'ai été reçue comme ça par des petits bonhommes qui vous reçoivent et ce n'est plus l'humain qui vous reçoit. C'est une nouvelle économie qui est basée sur un profit maximal et qui profite beaucoup de la négligence des internautes qui divulguent leurs données personnelles, si bien qu'aujourd'hui, on appelle l'or noir les données personnelles, puisqu'on peut les monnayer, on peut échanger, on peut les troquer, etc. Et on est à l'ère de l'hyper-personnalisation. Alors, c'est un territoire qui n'est pas très bien exploré parce que maintenant, ils connaissent vos profonds désirs, ils connaissent vos intérêts, vos préférences, et parfois, ils vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, parce que vous, parfois, vous oubliez ce que vous avez dit, mais il n'y a rien qui s'oublie sur Internet. Donc, tout est là et tout revient. Allô? Oui. Les applications sont nombreuses aujourd'hui. Et je vous montre, par exemple, DataCoop, qui a été lancé en 2012 à New York. C'est un site qui donne de l'argent aux gens qui leur permettent de rentrer dans leur machine et de suivre leur historique de navigation. Pareil, CitizenMe en 2013 à Londres. Alors, si vous voyez la troisième colonne, Exchange your data and opinions for cash. Alors, ils vous donnent de l'argent simplement quand vous leur donnez vos données personnelles et que vous faites part de vos opinions. Beacon Technology, c'est une nouvelle technologie où on installe un beacon qui est donc en connexion avec le Bluetooth. Donc, il faudrait que le client ait son smartphone avec lui ou avec elle. Et là, on n'a plus besoin de gens qui vont vous dire attendez, je vais chercher au rayon la robe rouge que vous pourriez aimer ou que vous avez déjà aimé la semaine dernière, puisqu'ils gardent des profils sur vous, etc. Et là, c'est un système qui va être automatique et qui va vous suivre tout au long de votre démarche dans les magasins. Donc, how Beacon Technology works, c'est ça, c'est qu'on rentre dans le store, dans le magasin, et puis les beacons se connectent au Bluetooth, et puis après, il y a des signaux qui vont être envoyés, et on va vous dire qu'est-ce que vous voulez acheter, et ils vous proposent des choses. Voilà. Si on regarde en médecine, maintenant, la télémédecine, on peut faire des diagnostics à distance. Et la période du Covid-19, vous l'avez bien vu, s'y prête bien. La radiologie, j'en parle parce que c'est très important. Il y a des gens qui pensent que dans un horizon assez proche, dans moins de 10 ans, on n'aura plus besoin de radiologues parce que les machines font un travail extrêmement pointilleux, extrêmement fiable, beaucoup plus que ne le feraient des humains. Et en plus, si un humain passe 10 ans pour pouvoir voir 15 ou 20 000 scanners,
la machine pourrait le voir en quelques heures, quelques jours ou quelques minutes, ça dépend de la performance. En 2017, on a créé la première pilule connectée. Alors, comment ça marche, cette pilule qui est connectée? On avale la gélule et quand elle arrive dans l'estomac, elle est ouverte par le mécanisme de la digestion et elle libère un capteur. Alors, ce capteur se met alors à émettre un signal qui est reçu par un patch fixé sur le bras du malade, qu'on renouvelle toutes les semaines. Ce patch est en liaison avec un smartphone qui envoie l'information immédiatement au médecin. Et ça, c'est intéressant parce que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer ou qui ont d'autres maladies mentales qui font qu'ils oublient de prendre leurs médicaments, cette pilule va permettre au médecin de savoir qu'elle a bien été avalée. Nous sommes passés en quelques décennies du in vivo au in vitro et maintenant on est dans une ère qu'on appelle in silico. So while computer modeling is the next evolution in healthcare, en fait c'est ça, c'est que vous voyez les bébés avec le IVF in vitro, maintenant je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'on essaye même de travailler sur des jumeaux numériques pour tester des choses pas sur le patient lui-même en tant que patient physique, mais sur un jumeau numérique qui est exactement vous, mais de manière virtuelle. Si on regarde la pharmacie, là c'est un petit clin d'œil à ma tante, parce que ma tante est pharmacienne, et là on dit que l'intelligence artificielle va permettre de faire gagner de l'argent et beaucoup, parce que quand on regarde le coût estimé pour un seul médicament à partir de son développement, sa clinique et la mise sur le marché à 350 millions de US dollars. Et ça prend à peu près 10 ans pour introduire ce nouveau médicament sur le marché. Et puis parfois, il n'y a qu'un sur 10 qui est vraiment accepté, etc., etc. On pense qu'avec l'intelligence artificielle, ça va aider de bout en bout ce processus pour aller beaucoup plus rapidement et beaucoup moins cher. Donc, on va regarder dans le design. L'intelligence artificielle va aider à to understand biological origin, donc l'origine biologique d'une certaine maladie et sa résistance à certains mécanismes. Si on prend le MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology à Boston, un des meilleurs au monde, les scientifiques ont pu, avec un device, faire faire à l'IA, l'intelligence artificielle que j'appelle l'IA, 15 médicaments. Et ils ont créé une sorte de machine qui fait de l'aspirine et puis 4 médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Par exemple, si on regarde cette compagnie qui s'appelle Atomwise, Introducing AtomNet Drug Design with Convolutional Neural Networks, ça veut dire qu'ils ont un algorithme qu'ils ont appelé AtomNet et qui est basé sur l'architecture des réseaux neuronaux, un petit peu comme le modèle au niveau du cortex cérébral humain. Dans les tests cliniques, parfois, les humains prennent beaucoup de temps parce qu'il faut d'abord tester sur les animaux et ensuite sur les humains, alors qu'avec l'intelligence artificielle et le machine learning de manière générale, l'apprentissage machine, on peut augmenter le speed, la vitesse, et pour pouvoir trouver les meilleurs candidats et rejeter ceux qui ne sont pas pertinents. L'analytics de l'IA peut analyser les informations génétiques pour identifier les patients et les tests et même réduire les erreurs comme les entrées qui sont dupliquées. Enfin, au final, les algorithmes sont tellement puissants qu'ils peuvent vous trouver les candidats parfaits pour les tests cliniques dans un temps très, très, très rapide. Si on regarde le machine learning algorithmes, ils font un screening de centaines de milliers de molécules pour trouver les biomarkers, les biomarqueurs, je ne sais pas si on dit ça en français, et de manière plus rapide, comme je vous l'ai dit, etc., etc. GNS Healthcare, là, cette compagnie donc, découvre, comme je vous l'ai dit, quels sont les patients qui répondent à certains médicaments et pourquoi. Maintenant, passons au secteur du tourisme. Alors, le secteur du tourisme, c'est absolument phénoménal.
la médecine, l'éducation, le tourisme, ce sont des domaines qui sont très, très, très prisés par l'intelligence artificielle et où elle a fait des bons gigantesques. Pardon. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est la hierarchy of your needs, c'est-à-dire la hiérarchie de vos besoins. Nos ancêtres avaient des basic needs, c'est-à-dire des besoins très basiques. Ils cherchaient à boire, à manger, à rester en sécurité. Ensuite, après, quand la technologie est arrivée, on a commencé à avoir des besoins plus psychologiques. On cherchait à être mieux remarqué que nos voisins, meilleur que d'autres. On cherchait à avoir des amis, on cherchait à accomplishment, à être, ouais, à avoir des accomplissements dans la vie. Et puis ensuite, on a regardé un petit peu le self-fulfillment needs, c'est-à-dire d'avoir un potentiel créatif des activités. Pourquoi je vous parle de la pyramide de Maslow? C'est parce qu'avec les systèmes de recommandation comme Amazon ou comme eBay ou d'autres, parfois, ils vous créent des besoins que vous n'avez même pas. C'est-à-dire qu'il y a des incitatifs qui font que finalement, vous dites « Ah oui, mais pourquoi pas, j'en ai peut-être besoin, etc. » Ce qui fait que la pyramide de Maslow, on est bien au-dessus de la pointe que vous voyez là. Si on regarde les chatbots, j'en ai parlé déjà, ce sont des agents conversationnels. Des petits robots qui sont sur les ordinateurs et qui vous assistent en fait. Donc ils vous disent bonjour, de quoi vous avez besoin, ils essayent de comprendre vos préférences. C'est des assistants virtuels en fait. Par exemple, regardez ici, vous avez Sephora qui utilise un chatbot. Vous avez eBay, vous avez des compagnies comme H&M, etc. Au final, la plupart des compagnies maintenant essaient d'automatiser le système de recommandation qui est basé soit sur du content filtering, c'est-à-dire sur un filtrage par contenu basé sur votre historique d'achat. Mais si jamais on est en présence d'un cold start, c'est-à-dire un démarrage à froid où le système ne vous connaît pas, à ce moment-là, on va regarder un petit peu les produits les plus populaires pour vous les proposer. Et une fois que vous avez acheté quelque chose, qui est le roi des recommandations, il va vous dire, bon, les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel et tel livre. Donc, il vous donne envie de faire pareil. Pizza Hut, qui fait aussi, avec son chatbot, des dialogues assez intéressants. Pour les chronic pain, c'est-à-dire les douleurs chroniques pour les teenagers, les adolescents, il y a I Can Cope. C'est un chatbot qui va discuter avec les adolescents, qui va essayer de leur dire de ne pas tomber dans la déprime et puis qui dialogue avec eux. Et Wobot est vraiment un bot super intéressant qui a été fait à Stanford et qui dialogue avec les gens qui ont une dépression nerveuse. Hein. Alors, il leur dit « I can help you » et puis, bien sûr, quand vous discutez avec un ami et que vous êtes déprimé, il va vous écouter 1 heure, 2 heures, 1 minute, après il est fatigué. Alors que le robot, il est là à votre disposition 24 heures sur 24, avec l'empathie nécessaire. Si on regarde le Customer Relationship Management, le CRM, voilà, là, on voit que le commerce électronique et puis le CRM de manière générale a beaucoup profité de l'intelligence artificielle au niveau du paiement électronique, des promotions, de la prédiction des achats qu'on va faire, etc. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Merci. Internet of Things, là, c'est le IoT. Vous voyez sur les images, vous avez la smartwatch, c'est-à-dire la montre intelligente. Vous avez votre frigidaire intelligent qui va s'apercevoir que vous avez pris trop de sucreries, qui va vous dire il faudrait arrêter. La voiture intelligente, la cafetière, la machine à laver, etc., etc. Et je suis sûre que vous avez tous entendu parler du compteur intelligent par rapport à l'électricité, puisque certains se sont opposés. Et effectivement, parce qu'il récolte beaucoup d'informations et le compteur intelligent
Si jamais votre consommation est comme très très basse, on va savoir que vous n'êtes pas à la maison. Et ça, c'est comme une invasion de la vie privée parce qu'on sait que vous n'êtes pas là et ça peut prêter à des conséquences fâcheuses si jamais il y a des hackers qui sont en train de s'intéresser à cela. Les self-driving cars, donc c'est les voitures autonomes, c'est bien et c'est pas bien. Alors, c'est bien parce que quand c'est bien fait, il y a moins d'accidents. Mais la voiture autonome, si elle est en face d'une situation imprévue où il y aurait par exemple des vieilles personnes, un couple avec un bébé et puis, je ne sais pas moi, des gens de races différentes, euh, elle ne fera que suivre l'algorithme avec lequel elle a été programmée. C'est-à-dire que soit elle va être neutre, soit elle va être biaisée par rapport à la personne qui l'a programmée. Alors que l'humain, de par sa nature, je dirais, de décision intelligente et variable, il peut évaluer la situation et s'il a de l'empathie, il va essayer peut-être de détourner la voiture et de foncer dans le mur parce qu'il n'a pas envie d'écraser les gens qui sont devant lui. Et on a vu au début de l'année dernière une voiture autonome qui a écrasé un cycliste, malheureusement. Les smart homes, alors ce sont les maisons intelligentes. On en a en Californie, en Hollande, en Chine, à Singapour. Et bon, ce sont des maisons connectées où pratiquement, dès que vous rentrez chez vous, tout est automatisé jusqu'à ce que vous sortiez. IoT and Agriculture. Alors l'agriculture, oui, c'est bien parce que ça va vous, en tout cas Internet of Things va vous dire comment il faut irriguer, quels sont les sols qui ont besoin de plus d'eau, quels sont les animaux qui ne devraient pas brouter ici mais plutôt là-bas, etc., etc. Enfin, je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture, mais en tout cas le IoT à la part belle en agriculture. Si on regarde par exemple l'achalandage des magasins, au lieu d'avoir des humains qui vont regarder est-ce qu'il manque, je sais pas moi, est-ce qu'il manque des chaussures de taille 38 ou est-ce qu'il manque des vêtements XXL ou whatever. Là maintenant, comme tout est informatisé, les systèmes peuvent savoir tout de suite quels sont les produits qui manquent et envoyer directement au sales manager pour en commander. Ça revient à ça, le market forecasting, parce qu'on va prédire quelles sont les tendances du marché après. Je me rappelle d'une anecdote où, je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou en France, où on mettait la bière à côté des couches bébés. Et pourquoi? Parce que si jamais c'est les hommes qui sortent pour aller acheter des couches bébés, enfin je dis les hommes ou les femmes, peu importe, et qu'il y a de la bière à côté, ils vont en prendre automatiquement. C'est-à-dire qu'ils essayent de rendre intelligent la façon de disposer les produits pour inciter toujours le client à acheter tout le temps. Certains supermarchés ne sont pas plats, il y a une petite pente, et donc vous êtes avec votre caddie ou le chariot, il vous oblige à aller très lentement parce qu'il y a une pente. Et pourquoi? Pour que vous ayez le temps de regarder tous les produits qu'ils ont en magasin, etc. En tout cas, il y a toutes sortes de stratégies qui font que le marketing a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Pareil dans le management au niveau de l'énergie et des ressources naturelles. Je regardais hier, le 25 mai, il y avait un article, un nouvel espoir de l'intelligence artificielle pour l'industrie du pétrole et du gaz, par exemple, où ça ouvre des perspectives pour optimiser les processus technologiques. Et puis là, par exemple, pour les sportifs, maintenant, qui, selon la corpulence, l'indice IMC, etc., vont leur dire s'il faut manger telle ou telle chose, plus de protéines, moins de protéines, et faire beaucoup plus d'exercices et comme ça améliorer leur performance. Le dynamic pricing est pareil, c'est-à-dire que maintenant le prix fluctue. Vous l'avez vu d'ailleurs pour les billets d'avion, mais c'est aussi vrai pour plein d'autres choses, où dépendamment de l'heure à laquelle vous vous connectez, la marchandise change de prix. Et dépendamment de la localisation dans laquelle vous êtes, dépendamment de votre porte-monnaie, si vous êtes riche ou pas, parce qu'ils le savent, ils analysent vos achats, ils analysent vos amis, vos réseaux, ils vous connaissent en fait.
Et à la banque, l'intelligence artificielle est très, très présente puisqu'elle est là pour les PKI, c'est les Performance Key Indicators. Donc, ça va indiquer aux banquiers quelles sont les clés qui sont performantes, quels sont les produits qui ne sont pas performants. Ça va aussi améliorer l'expérience client, etc., etc. How artificial intelligence optimizes online reputation management. Les compagnies vivent essentiellement sur une bonne réputation parce qu'il faut qu'il y ait du trust, c'est-à-dire la confiance des usagers et de leurs clients. Il faut pouvoir retenir les clients. Et ils ont donc besoin d'outils intelligents pour faire de la veille technologique et surveiller partout qu'on dit des belles choses sur eux et que leurs produits sont bons, qu'ils sont performants. Et dès qu'il y a la moindre remarque négative ou déplaisante, soit ils retirent le produit du marché, soit ils réajustent le tir. Si on regarde un petit peu l'automatisation des processus, donc j'ai déjà parlé du shopping qui est donc personnalisé, qui est adapté. On finit par vous connaître, par connaître les marques que vous aimez, et puis avant même que vous ne choisissiez, il vous propose d'entrée de jeu toute la panoplie nécessaire et parfois même plus que ce que vous en demandez. Malheureusement, on fait affaire aux fake reviews, c'est-à-dire des reviews qui sont fausses et qui sont parfois dumpées. En tout cas, il y a des gens qui font des faux reviews parce qu'ils n'aiment pas le produit, ou parfois c'est parce que c'est un concurrent qui est déloyal et qui a envie de casser son voisin, ou parfois c'est simplement une malchance qu'il soit tombé sur une denrée ou un produit qui malheureusement n'était pas bon. Le stylisme virtuel, alors parlons-en maintenant, du moins au Canada, aux États-Unis, on achète un vêtement, on utilise le commerce électronique, ça nous permet de voir 360 degrés la paire de chaussures, le talon, comment il est, enfin bref. C'est comme si on l'avait dans les mains, sauf qu'il manque ce feeling-là de toucher quand même le produit. Voilà. Alors regardons un petit peu, ça c'est les bons côtés. Regardons les mauvais côtés. Bien sûr que ça va mener à un manque d'emploi, parce que plus il y a de machines et moins il y a de personnes, et donc on va comment dire, renvoyer les gens et leur dire on n'a plus besoin de vous. C'est surtout au niveau de la réception, mais il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître dans les années à venir. Les caissiers dans les supermarchés, par exemple, il n'y en a presque plus dans certains pays. Et puis des postiers, enfin bref, pas mal d'autres jobs, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ethical hackers, ce sont des hackers qui ont une éthique, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont faire ce qu'on appelle du penetration testing pour voir si un système est performant, s'il résiste aux attaques, etc. Donc ce sont des gentils hackers. Et là, ce job, c'est un job du futur parce qu'on en a besoin. Regardons un petit peu la vie privée. Alors la vie privée, il y a 5 étapes maintenant. Au départ, on est dans le déni et on dit bon, écoutez, moi, je ne veux pas que ça m'affecte. Puis ensuite, après, c'est la colère parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les gens ont été. On est rentré dans leurs 18 mètres, comme diraient les footballeurs. Et puis le bargaining, alors après, quand ils savent qu'ils ont besoin du service et qu'ils ne peuvent pas y échapper à donner des informations, ils se mettent à faire du bargaining, alors ils se mettent à négocier. Est-ce que je peux avoir un service gratuit pour ça? Puis est-ce que tu peux me donner celui-là pour moi? Est-ce que le délai de livraison peut être écourté? Est-ce que je peux payer moins cher parce que j'habite pas loin, etc. Et ensuite, après, parfois, les gens tombent dans la déprime parce que ils ne savent plus où ils en sont. Et ça, c'est le cas, par exemple, de gens qui sont sur Facebook et qui ont divulgué trop de données. Et puis ensuite, à la fin, il y a une sorte de résilience où ils finissent par accepter et dire, au fond, je suis comme tout le monde. Voilà, alors regardons un petit peu ce que recherchent les gens sur vous, sur Internet. C'est votre identité, vos réseaux sociaux, ce que vous postez, les devices que vous avez, où est-ce que vous allez, les voyages,
parce que quand on sait quels sont les voyages, si c'est des voyages coûteux, on va savoir que vous êtes riche, ou on va connaître votre budget, ou on va regarder votre façon de dormir, si vous avez pris 2 chambres plutôt qu'une, enfin bref. Et puis des life events, c'est-à-dire si vous êtes... je me rappelle d'une jeune adolescente où je pense que c'était le magasin Target, où ses parents ont reçu une publicité pour les femmes enceintes. Et c'est comme ça qu'ils ont su que leur fille était enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle était partie acheter quelque chose et puis Target lui a envoyé, soi-disant, gratuitement, des choses qui ont fait que ses parents se sont rendus compte qu'elle était donc enceinte. Et puis, on s'intéresse aussi à vos opinions, vos beliefs, enfin religieux, vos opinions politiques, votre orientation sexuelle, etc. Et puis, les voitures que vous utilisez, on s'intéresse à vos finances, on s'intéresse à votre comportement sur Internet, etc. Bien, alors l'invasion de la vie privée, bon, bien sûr, on ne peut pas y échapper parce que dès qu'on est connecté sur Internet, il y a déjà une invasion. Ça, j'ai reçu ça hier, le 25 mai, où un des étudiants d'un de mes collègues, Philippe Langlais, avec LinkedIn, en quelques secondes, ils peuvent savoir si vous êtes une personne introvertie ou extravertie, uniquement en regardant ce que vous avez posté sur LinkedIn. Donc, en 5 secondes, ils prennent toutes les informations que vous avez mises et puis ils émettent un diagnostic. Et ça, c'était hier. Les cyberattaques, surtout au niveau des banques, malheureusement, les banquiers, les gens dans les banques manquent de culture informatique, de culture par rapport à l'hygiène numérique, la sécurité informatique. Sans vouloir donner le nom d'une banque, ici en Algérie, une fois, je suis allée, je ne sais plus pourquoi déjà, puis j'ai regardé la dame en face de moi qui envoyait sur Yahoo les comptes de son client pour demander l'avis d'une autre collègue. C'était un peu bizarre, mais bon, c'est dommage. Donc, les cyberattaques, c'est au niveau des banques, comme l'a dit M. Mansouri tout à l'heure, je suis consultante pour la Banque des Jardins et ils ont perdu à l'été 2019 plus de 4 millions de données de leurs clients. Alors, vous imaginez la perte. Et tout ça pour un employé qui n'était pas au point du point de vue sécurité informatique. Voilà. Qui n'était pas, quand je dirais au point, c'est-à-dire qu'il n'était pas sensibilisé. Il croyait qu'il ne faisait pas de mal, en fait. Mais en fait, vous savez que la force d'une chaîne tient à son maillon le plus faible. Vous avez beau être sécurisé, si dans votre chaîne, il y a une personne qui est vulnérable, eh bien, toute la chaîne est vulnérable. Voilà. Et après, le phishing, n'en parlons pas, c'est vraiment le paradis en ce moment des gens qui font du phishing et des ransomware. Alors, ils vous appellent au téléphone pour soi-disant confirmer quelque chose. Ou, de toute façon, je ne veux pas étaler là-dessus, mais le phishing, on pourrait en parler des jours et des jours et des jours. L'ingéniosité des hackers n'a pas de limite sur les méthodes de phishing, ou en français, on appelle ça le hameçonnage. Donc, ils vont à la pêche des informations. Mais parlons des biais. Alors, les biais, au niveau des algorithmes, c'est qu'ils font de la discrimination soit par rapport au gender, si vous êtes une femme ou un homme, ou soit par rapport à la race, ou soit par rapport à l'âge. Et là, malheureusement, des fois, on s'en rend compte que trop tard. Je vais vous parler un peu de l'exemple de Amazon. Pourquoi je vous parle de ce livre de Robert Cialdini qui parle des techniques de persuasion? C'est parce que les gens vous manipulent basé sur une de ces 6 techniques. J'ai travaillé moi-même avec mon équipe pour voir pourquoi les gens divulguent l'information. Parfois pour un gain personnel ou un gain financier, parfois c'est un gain moral simplement, ou parfois consistency pour être consistant par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant, ou par rapport aux gens qu'ils connaissent, pour faire comme tout le monde, ou parfois parce qu'ils ont perdu le contrôle et ils se disent de toute façon il n'y a plus de vie privée, alors pourquoi je ne devrais pas, etc. Cet article est sorti il y a quelques mois avec 2 de mes collègues, un collègue Hicham Haj et mon ancien étudiant qui est devenu professeur à Notre-Dame University au Liban, et Nicolas Diaz est un de mes collègues en Allemagne, et on a regardé un petit peu toutes ces histoires de manipulation et de personnalisation malicieuse
pour pouvoir justement prendre des informations et deceptive attackers plutôt. Là, je vous parle du marché. Alors, nous, on connaît le flea market, c'est-à-dire le marché parallèle, où on connaît le marché, comment dire, où on trouve des habits d'occasion, etc. Mais là, on parle d'un marché noir qui est des données personnelles sur le dark web, sur la toile, où on vous vend des social security numbers qui sont volés, des cartes volées, on vous vend des loyalty accounts, des cartes de fidélité à $20. En fait, tout se vend et tout s'achète sur le dark web dans les flea markets. Là, j'aimerais vous parler de DNA Ancestry et de 23andMe. Alors, 23andMe, c'est quoi? C'est une compagnie qui vous demande de la salive et elle va analyser 23 gènes, des gènes, pour vous dire si vous avez des origines, je ne sais pas moi, espagnoles ou arabes ou hispaniques ou indiennes. Allô? Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un problème? Allô? Allô? Oui, Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Non, 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 non. On vous entend bien. C'est bon. Parfait. Alors, oui, d'accord. Alors, je disais que 23andMe, en fait, c'est vraiment une honte. Parce qu'en plus, dans les télés, ils font de la publicité. Ils disent envoyez votre kit. J'entends des voix. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez mettre, s'il vous Oui, plaît? il y a quelqu'un des conférenciers qui est en train de parler, non? Est-ce que vous pourriez mettre, s'il vous plaît, votre micro en mute, s'il vous plaît? OK. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que 23andMe, cette compagnie, elle a des accords avec des industriels pharmaceutiques. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent les gens à envoyer des échantillons de leur salive et ils analysent 23 gènes. Et en réalité, ils n'ont besoin que de 8 ou 9. Tout le reste, c'est stocké dans leur banque de données. Soi-disant pour vous dire qu'à 75%, vous êtes nordique, puis à 23% ou à 20%, vous êtes ceci, et à 2%, vous êtes cela. So what? Je veux dire, en tout cas, ils récoltent des informations comme ça et moi, je suis vraiment contre. Les data brokers. Avant, les data brokers, ce sont les courtiers. Les courtiers qui vous aident à choisir un voyage ou à choisir une maison. Mais maintenant, on parle de data brokers. Ce sont les courtiers de données. Et Interlius fait partie, cette compagnie en 2006, soi-disant, elle a été fondée pour vous aider à surveiller vos gamins, les femmes qui s'occupent de vos gamins pour les aider. Alors, mais maintenant, ça vous permet de chercher des informations sur vos amis, vos voisins, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont mariés, divorcés, est-ce qu'ils ont eu des pertes financières, enfin bref, toutes sortes d'informations et tout ça pour 40 ou 50 $ uniquement. Voilà, les courtiers de données, ça c'est Interlius, mais il y en a plein d'autres. Bon, bien sûr, c'est pas très légal. Alors, quand on dit l'intelligence artificielle, est-ce que je suis bien ou bonne ou pas bonne, ben, ça dépend qui a créé, ça dépend comment on l'utilise. Ici, par exemple, vous regardez, c'est encore un biais où on ne prend pas le vieux, on ne prend pas la musulmane parce qu'elle porte un foulard, on ne prend pas le monsieur parce qu'il est noir, on ne prend pas l'autre monsieur parce qu'il est bouddhiste, on ne prend pas la dame parce que c'est une femme et elle est trop âgée, on ne prend pas l'handicapé. Et donc, finalement, le choix est sur le monsieur qui est au milieu là. Amazon. Alors, Amazon, pendant 4 ans, ils ont eu un service au niveau de leurs ressources humaines qui utilisait un algorithme qui était biaisé. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait aucune femme qui passait le test. Pendant 4 ans, il n'y avait que des hommes qui étaient acceptés. Puis un beau jour, ils se sont dit, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'algorithme, à chaque fois que sexe égale F, à chaque fois que c'était une femme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient des points. L'algorithme enlevait des points. Et si bien qu'à la fin, il n'y avait que les hommes qui passaient. Alors, en octobre 2018, Amazon a décidé de ne plus utiliser cet algorithme qui a été très, très dommageable par rapport à une catégorie de personnes, bien sûr. Airbnb.
Alors, Airbnb, c'est encore une autre forme de discrimination. Parce que si vous avez les mêmes préférences, les mêmes requêtes, enfin, tout pareil, mais si vous êtes, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, ou alors vous êtes en Afrique du Nord, eh bien, Airbnb ne va pas vous proposer les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous discriminer sur votre pouvoir d'achat ou sur votre localisation ou sur votre race. Go figure. La manipulation sociale, pourquoi j'en parle? Parce que, vous savez, quand on arrive à manipuler, c'est qu'on a le contrôle. Et quand on a le contrôle, on devient puissant. Alors, la manière de contrôler les gens maintenant, c'est d'avoir leurs secrets, leurs données personnelles, enfin, tout. Alors, Microsoft, par exemple, avait utilisé un bot qui s'appelait Tai. Et ce bot, enfin ce chatbot, au bout de quelques heures, il s'est mis à devenir raciste. Et c'est tout à fait incroyable parce que il dialoguait avec des humains et il apprenait. Et il apprenait des choses qui étaient totalement racistes, si bien qu'ils ont dû le retirer du marché au bout de, je ne sais plus, est-ce que c'était quelques heures ou quelques jours, je ne sais plus. Alors, la technologie, vous l'aurez compris, ce sont two sides, donc deux côtés. Il y a le pile et face. Un côté qui est bon parce que la technologie, on en a besoin et c'est très bien. Et puis, un côté sombre. Parfois, c'est un mal nécessaire parce qu'on en a besoin et puis parfois, on se fait avoir. Hélas. Les institutions financières, par exemple, peuvent vous refuser un prêt parce qu'ils ont beaucoup d'informations sur vous. TransUnion et Equifax n'existent pas ici et même aux États-Unis et au Canada, où c'est une forme de code de crédit. Si vous êtes quelqu'un qui paie ses factures à la fin du mois, quelqu'un qui est solvable, votre crédit monte, et puis si vous faites un défaut de paiement quelconque, ou si vous faites arrêter par la police parce que vous avez grillé un stop, ou si vous avez commis une incivilité quelconque, votre crédit diminue à chaque fois. Et c'est totalement automatique. Même les étudiants ont un crédit Equifax ou TransUnion. Et c'est ce qui va permettre aux institutions financières comme les banques et autres de vous refuser, par exemple, un prêt parce qu'on va dire que vous êtes un client risqué. Voilà. Et puis, j'aimerais parler un peu de l'identification biométrique. Et l'intelligence artificielle utilise l'identification biométrique dans les banques et dans plein d'autres institutions. On est dans l'ère du two-factor authentication. Donc, parfois, on a besoin de deux choses pour vous authentifier. Un password et puis un fingerprint, c'est-à-dire votre empreinte. Et on peut avoir besoin de la reconnaissance des veines ou de votre DNA, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce type de technologie. On arrive même à regarder votre démarche, votre façon de marcher peut leur dire, peut leur donner des informations sur vous et ils peuvent émettre des décisions qui peuvent être favorables pour vous. Regardons un petit peu le T. Le T que forment les yeux et le nez, eh bien, ce T-là n'est pas le même pour les caucasiens ou pour les gens de race noire ou d'autres types de races. On n'a pas tous la même forme de T. Or, si on décide de donner à l'algorithme des points uniquement parce que la forme de T est égale à lambda ou alpha et que vous ne correspondez pas à ce lambda-là, eh bien, vous êtes discriminé. La géolocalisation est un autre fléau. C'est bien quand vous êtes perdu, mais en même temps, ça permet au système même de prédire vos points d'intérêt, où est-ce que vous allez la prochaine fois, mais ça permet aussi de savoir beaucoup de choses sur vous. Alors, il faut faire attention. Le GPS, c'est bien, mais il ne faut pas le laisser ouvert tout le temps. Bon, bien sûr, Family Locator, c'est bien pour les parents qui cherchent leurs enfants ou qui cherchent leurs amis, etc. Mais ce n'est pas la meilleure chose à faire quand on veut rester incognito. Identity theft, c'est le vol d'identité. J'aimerais juste parler d'une seule attaque parce que je manque de temps. Ça s'appelle l'attaque du président. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traquer l'historique d'un président d'une compagnie, n'importe laquelle, et on va savoir
que, par exemple, il va prendre le vol New York-Paris. Le vol New York-Paris va durer peut-être 7 heures. Et on sait exactement à quelle heure il va embarquer parce qu'on est rentré dans son ordinateur, parce qu'on sait tout quasiment sur lui. Une fois qu'il est dans l'avion, on sait qu'il ne va pas pouvoir se connecter ni connecter sa secrétaire. On va envoyer un message extrêmement urgent à la secrétaire en lui disant « Écoutez, le président m'a demandé de vous demander de faire tel ou tel transfert. » Et si la secrétaire hésite parce qu'elle va dire oh, « mais je n'ai pas eu cet ordre-là de mon président », on lui dire « Mais écoutez, vous risquez votre place si ce transfert n'est pas fait, c'est urgent. » Et la pauvre secrétaire se fait avoir par cette attaque qu'on appelle l'attaque du président. Maintenant, le vol d'identité peut avoir diverses... parce que là, je ne parlais pas de vol d'identité, je parlais d'attaque, mais le vol d'identité, c'est parfois des gens qui usurpent l'identité du président ou d'un chief executive officer, d'une personne haut gradée dans la compagnie, et ils font faire aux gens qui ont des privilèges moindres tout ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Si on regarde, par exemple, vous voyez ces visages, eh bien, ce sont des visages qui ont été fabriqués. Ils n'existent pas pour vrai. Regardez cette fille. On a l'impression qu'elle existe, mais non, elle n'existe pas. C'est parce qu'en fait, les algorithmes d'apprentissage ont créé des visages comme ça pour différents buts dont je ne peux pas parler pour l'instant ici. Adversarial examples, ce sont des... Par exemple, si vous voyez la photo du panda là-bas, avec un epsilon uniquement d'un changement de pixel dans la photo, qui n'est pas visible à l'œil nu, on peut tromper l'algorithme et il va mal classer le panda, il va penser que c'est autre chose, etc. Donc, ce sont des exemples qu'on appelle les adversarial examples pour attaquer les données. Bien sûr, Identity Theft Protection, alors c'est comme l'histoire du virus et de l'antivirus, c'est-à-dire que si vous regardez par exemple ici, je ne sais pas si j'ai Intellius ici, probablement, oui. C'est-à-dire que celui qui vous embête, c'est celui-là même qui va vous dire, bon, bah, écoutez, si vous payez $10 par mois, je vais vous protéger contre le vol d'identité. Voilà. Regardons quelques statistiques. Alors, ce site web, c'est mon étudiante qui me les a envoyés hier, où on regarde un petit peu le leadership au niveau des startups en intelligence artificielle dans le monde. Bon, bien sûr, on regarde l'Europe, la Chine, les États-Unis, etc. Mais si on regarde l'Afrique, l'Afrique qui utilise principalement, par exemple l'Algérie, le Maroc qui utilise principalement la technologie chinoise, ici en rouge. Je passe là-dessus, mais j'aimerais vous montrer ceci. Alors malheureusement, vous voyez que l'Algérie, elle a quasiment aucune start-up qui a été identifiée comme étant une start-up qui fait de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Alors que la part belle est faite à la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, l'Afrique du Sud, bien sûr, la Tanzanie, etc. Donc, c'est bien dommage. J'aimerais bien que les entrepreneurs qui m'écoutent, s'il y en a qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, j'aimerais bien qu'ils se démarquent et que la prochaine fois qu'on regardera ces statistiques, on verra l'Algérie changer de couleur et devenir rose, rouge, etc. Je prends le cas de Dubaï. Alors, les Émirats ont un ministère de l'intelligence artificielle depuis 2017. La dernière fois que j'étais à the Canadian University of Dubai, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et effectivement, ils sont extrêmement en avance par rapport à l'Afrique du Nord. Voilà. Alors, pour terminer la dernière partie, j'aimerais vous parler de la régulation, tout ce qui est légal. Si on regarde les politiques de vie privée, vous savez, les politiques de vie privée qui vous disent est-ce qu'on récolte ou pas des données sur vous, etc. Alors, elles sont très longues et les gens ne les lisent même pas. Et quand ils veulent bien les lire, ils ne les comprennent pas. Et quand ils les comprennent un petit peu, il leur manque toujours une expertise. Et enfin, ils ne savent même pas quelle décision prendre. Si bien que quand ils voient accepte ou refuser, ils acceptent pour pouvoir avoir le service et puis c'est tout. J'ai travaillé avec un étudiant à moi, Oluwa Lawani,
Et Kimis Dalkir, qui est ma collègue à McGill, elle est en business et on a regardé un petit peu les privacy policies et on se disait que si on leur change de look et qu'on les partage et qu'on fait des petits résumés, etc., peut-être qu'à ce moment-là, le trust, la confiance qu'ont les usagers sur certains sites changerait. J'attire votre attention que cet article est sorti a été publié dans Computers in Human Behavior. Alors, ce journal qui s'intéresse au comportement humain et les ordinateurs avait un impact factor, je ne sais plus comment dire en français, mais en tout cas, le facteur qui mesure l'impact était bas au départ et en quelques années, il a quadruplé. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que maintenant, les machines, on les connaît bien, mais c'est l'humain qu'on connaît moins bien et les gens s'intéressent de plus en plus au comportement humain. Par exemple, si vous regardez pribot.org, ça c'est un bot qui s'intéresse à comparer les politiques de vie privée et qui utilise un algorithme d'apprentissage basé sur le deep learning. Deep learning qui veut dire apprentissage profond et qui est basé sur des réseaux de neurones utilisant différentes couches. Parlons de la plateforme Zoom qu'on est en train d'utiliser en ce moment. J'ai regardé la politique de vie privée et en fait, Zoom récolte plein de données sur nous. Le nom, l'adresse, les emails, le numéro de téléphone, le titre, enfin, les employeurs, ce que vous faites, votre IP address, etc. Et quand on lui dit « Est-ce que tu vends nos données ?» elle dit « Non, je ne les vends pas, mais je les partage avec des third parties, comme d'autres compagnies et Google en particulier. » Donc, vous l'aurez compris que Zoom récolte tout et stocke tout. Les gens qui ne veulent pas être traqués utilisent Tor. C'est un logiciel, c'est bien plus que ça, et qui est à base d'oignons, à base de couches, où ça permet aux gens de surfer de façon anonyme. Et je pourrais en parler une autre fois. Voilà. Là, vous me voyez en rouge en bas. Alors, c'était un panel sur l'IA responsable. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, les algorithmes, il y en a des bons et des moins bons. Et là, on s'intéresse maintenant à une IA qu'on appelle l'IA responsable. La déclaration de Montréal, qui était basée sur 10 principes, c'était en décembre dernier. Enfin, pas celui-là, mais le décembre d'avant. Et j'étais parmi les experts consultés pour savoir quels sont les principes auxquels on devrait s'intéresser pour une déclaration responsable. L'année dernière à Hawaï, dans la conférence mondiale d'intelligence artificielle, on s'est intéressé à l'éthique par rapport à l'IA. Et Vincent Kontzer, qui est donc le programme chair, est arrivé avec des idées extrêmement intéressantes donc, à propos de l'IA. Regardez par exemple ce carton marron où la machine lui dit « Mais tu te rends compte, on est en train de me poursuivre, qu'est-ce que je dois faire ?» Et lui dit ben, ça c'est le chirurgien, il lui dit mais, le radiologue, il lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça vient avec le package. C'est-à-dire que si tu fais des erreurs médicales, ben, tu peux être poursuivi comme un humain, c'est normal. Mais si je reviens à la fameuse miroir au miroir, est-ce que je suis la plus belle? Maintenant, c'est devenu miroir au miroir, quel film je pourrais regarder ce soir? Et le miroir répondrait, ben, je ne sais pas, il faudrait que vous me laissiez voir votre vie et accepter les termes et les conditions pour que je puisse mieux vous connaître. Ça, c'est pour la petite anecdote. Je finis bientôt. Alors, avant, on parlait de privacy, mais là, on parle de multi-party privacy social media. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Si vous faites attention à vos données, faites attention aussi aux données de vos contacts. Et ne soyez pas selfish, ne soyez pas, égoïste. Voilà. Faites très attention à tous ceux qui vous entourent et avec qui vous êtes en contact. Voilà. Éducation. Ici, Teens Online, là, c'est une plateforme qu'une de mes étudiantes a faite et elle travaille là-dessus pour enseigner les concepts de vie privée aux enfants et aux adolescents. Alors, en conclusion, je dirais que la technologie et spécialement l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose. It's a blessing and a curse at the same time, mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous faire du mal. Donc, il faut faire de la cyberéducation, il faut faire des
des efforts collaboratifs avec des psychologues, des sociologues, etc., pour arriver à des choses qui soient probantes. J'aimerais dire quelque chose de très important. Mon père, Allah yarhamou, est décédé en 2016, mais ça a été mon premier professeur. Et ma gratitude, ma reconnaissance va en premier à mon premier professeur et ensuite à tous ceux qui ont contribué à ma formation, que ce soit à Constantine, à Alger, à Paris ou à Montréal. Et bien sûr, la gratitude que j'ai pour mes parents et pour tous ceux qui m'ont formée fait en sorte aussi que je sois fière d'être un produit purement algérien puisque j'ai gradué à l'université de Bonsoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette belle présentation. Elle nous a vraiment fait peur. Moi, personnellement, je crains beaucoup aujourd'hui. Non seulement qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de barrières et de frontières, mais je pense qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de confidentialité personnelle. Oui, malheureusement. C'est pourquoi il ne faut pas rendre les choses trop faciles aux hackers. Mais on est obligé, je pense. Parfois, oui. Mais il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est ça aussi. Ouais. Il y a des gens qui ont le même password, qui ont le même mot de passe pour plein de choses. Et puis, il y a des gens qui utilisent le même compte pour faire des contrats avec leurs collègues et pour parler avec leur femme ou leur mari. C'est pas bien ça. Il faut séparer pour régner. Il faut diviser les choses. Il ne faut pas tout laisser dans le même endroit ni la même localisation. Donc, on se protège du Covid-19 et on se protège aussi des données. Les deux. Oui, à peu près. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, on va passer rapidement aux questions. J'en ai beaucoup. Oui, je comprends. Donc, première question. Je vais commencer par la première. Je vais exposer très pertinent. Quel est le domaine d'intervention du droit en matière d'intelligence artificielle et quel est l'avenir des métiers de droit, en l'occurrence avocat, notaire, juge ou huissier de justice avec le développement de l'intelligence artificielle? Excellente question. En fait, j'invite la personne qui m'a posé cette question à aller regarder le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal à la faculté de droit. Il y a alors, bien sûr, la justice est un domaine très touchy, très sensible, ce qui fait que très peu de choses sont automatisables aujourd'hui. Il y a des procédés de médiation qui peuvent l'être un petit peu. Il y a des raisonnements automatiques, des résumés automatiques des causes qui sont plaidées, où c'est des kilomètres et des kilomètres de données. Et là, certains algorithmes font qu'ils arrivent à faire des résumés de façon automatique en faisant du natural language processing. Mais comme on dit en anglais, legislation is always behind, ce qui veut dire que la technologie avance trop vite par rapport au droit. Et malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va advenir justement des huissiers, des notaires, etc. D'autant plus qu'en Algérie, tout est en arabe. Alors, moi, l'expérience que j'ai avec mes collègues de la faculté de droit, je pense notamment à Pierre Trudel, Vincent Gautré et Karim Ben Yakhlef, qui est un Algérien d'ailleurs, Karim. Il faudrait plus leur poser la question à eux, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous auriez une très très bonne idée de ce qui est automatisable aujourd'hui en droit en allant sur le site du laboratoire cyberjustice de l'Université de Montréal. Voilà. Merci. Donc, une autre question d'un docteur Azizi de Constantine, l'Université de Constantine. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un choix ou une obligation? Ah, je pense que c'est une obligation. Il faut prendre le train tant qu'il est encore en marche. On est extrêmement en retard. Et même que le président Poutine, à un moment donné, avait dit que le pays qui maîtriserait l'intelligence artificielle maîtriserait, je ne sais plus exactement si en ces termes-là, mais maîtriserait le monde au fond. Donc, c'est parce que c'est un mal nécessaire. Parce que
tout va vers la digitalisation. Et en plus, si on se met en retrait comme on l'est en ce moment, on risque de le regretter après. Donc, c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Donc, une autre question. Thanks a lot for your beneficial presentation. My question is about the relationship between physics science and artificial intelligence. What's the link between them? Between physics science, c'est-à-dire la physique. Science, yes, and artificial intelligence. Oh, l'intelligence artificielle est partout maintenant. Alors, au niveau de la physique, je sais que les gens font du quantum computing en utilisant la physique et la chimie, mais pour être sincère, je ne sais pas trop si on peut modéliser un raisonnement physique, alors l'intelligence artificielle a sa place. Parce que n'oubliez pas, l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que l'automatisation du raisonnement humain lorsqu'il performe dans une tâche donnée. Donc, si vous avez une tâche en physique pour laquelle il faudrait réfléchir et que vous arrivez à simuler ce raisonnement et à le donner à la machine sous forme de données ou sous forme d'algorithme, alors l'intelligence artificielle a toute sa place là-dedans, bien sûr. Très bien. Celui-là, un jeune qui veut investir dans l'intelligence artificielle, il a dit, voilà, est-ce quelqu'un qui n'a pas suivi une formation en informatique pourra faire une reconversion en intelligence artificielle? Oui et non, dans le sens où il faut quand même un minimum d'informatique pour pouvoir être performant. Donc, ce qui serait bien, c'est de prendre des associés, je dirais, parce que l'intelligence artificielle elle-même, les informaticiens ne peuvent pas rester seuls en silo. S'ils font de l'informatique en médecine, il leur faut un médecin. S'ils le font en commerce électronique, il faut un financier, etc., etc. Donc, si votre start-up fait de l'IA dans un domaine donné, il vous faut l'expert du domaine en question. Maintenant, au niveau de l'informatique, vous pourriez engager un informaticien pour vous programmer ou en sciences des données pour vous programmer les algorithmes. Parce qu'il faut pouvoir avoir un programmeur et ça, on ne peut pas y échapper malheureusement. Donc, je vais donner la parole au conférencier, à Lotfi Belkhair. Oui, bonjour. Professeur Lotfi Belkhair qui est avec nous. C'est Lotfi. C'est Lotfi, on ne vous écoute pas. Ah, pardon. Merci Ali pour me donner la parole rapidement. Allah يبارك فيك, مرحبا بكم. Merci Asma pour cette présentation exceptionnellement bonne. عايشك, merci. الله يسلمك. والله يرحم الوالد وإن شاء الله يوسع عليه. إن شاء الله. إن شاء الله بجنة الفردوس. أنا كل ما ندير محاضرة هكا كيفاش يقولوا ننويها صدقة على الوالد ربي يرحمه. نقبلها منا إن شاء الله وندعو له إن شاء الله بالرحمة والغفران. So I hesitate whether to ask my question English or French. Go ahead. Okay. So my question is about explainable AI, because there's a lot of questions, and how when you go into deep learning, very often, there are algorithms that have been essentially put into the program, but you have so many layers of learning that at some point the decisions made by the program are not explainable by even the experts who actually wrote those algorithms, let alone actually the user, be it a doctor or a jurist or a general of an army or military or anything, especially in mission critical areas such as healthcare or security or warfare or driving or even financial systems. And there are a lot of people who are now starting to question whether deep learning is the ultimate AI practice, and that as human beings, we don't learn things by accumulating a lot of data and starting to make decisions based on that huge, that accumulation of huge data. We learn differently. For example, if you have
if you want to teach an AI or deep learning program how to recognize a cat from say another animal, you have to essentially feed them huge numbers of pictures of cats. And then if you want them later to explain to you why they decided that it was a cat rather than a duck, then you have to even associate a lot of ontology and a lot of nomenclature and names and so on of where the whiskers are, the shape of the eyes. And that it requires even more data, in fact, humongous amount of data to make it explainable. Whereas for a child, they may see a cat twice, and then they will recognize every other cat they see, regardless of the species. And so the human brain does not work the same way as a deep learning program, and is able to explain the decisions of that the human brain to another human as well, using similar forms of associations. So what's your view about where AI is going and whether it's the right direction, and how do we get around the ethical issues around explainable AI? Oh, wow, wonderful question. Okay, let me switch to French to be able to explain everything to the audience, please. Donc, pour faire court, donc le professeur Belcher est en train de me poser la question à savoir que explainable AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, doit pouvoir rendre des comptes quand elle prend une décision ou un diagnostic, ou si elle décide de quelque chose. Il faudrait qu'elle puisse se justifier de pourquoi elle a pris cette décision. Et le deep learning utilise des couches et des couches de réseaux de neurones, c'est-à-dire chaque couche prend les résultats de celles qui la précèdent, les mouline dans son moulin et les envoie à la couche d'après. Et le deep learning, c'est ça sa faiblesse. C'est qu'en fait, il est incapable d'expliquer pourquoi il est arrivé à ce résultat. Et moi, je ne suis pas en faveur du deep learning comme ça tout seul. D'ailleurs, mon collègue Yoshua Bengio a fait une présentation exceptionnelle à New York. On y était en février, début février, c'était la conférence AAAI, American Artificial Intelligence Association. Et les gens lui ont demandé, il y avait d'ailleurs Garry Kasparov, le champion du monde des échecs, qui avait perdu face à Deep Blue, la machine de IBM en 97, et qui est arrivé ex aequo en 2003. Je ferme la parenthèse. Et Yoshua a reconnu qu'en fait, on est arrivé à un stade de l'intelligence artificielle où il faudrait une coopération entre l'ancien IA, dans lequel moi j'étais, et quand j'ai commencé en Algérie d'ailleurs, parce qu'on utilisait des règles et on pouvait expliquer la suspicion d'un diagnostic ou la confirmation d'un diagnostic quand on regarde les symptômes exploratoires, etc. Versus quand on prend des milliers et des millions de données, on les mouline et ensuite on dit ben, c'est ça. Alors oui, c'est là où le bas blesse. Il faudrait une coopération entre ce qu'ils appellent système 1 et système 2. C'est-à-dire que peut-être le deep learning, on l'utiliserait pour déblayer le terrain, on va dire ça comme ça, mais il faudrait quand même qu'il y ait une présence humaine pour pouvoir prendre des décisions. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des enjeux éthiques extrêmement importants. Et si jamais, par exemple, ils disent que le médecin un jour va devenir l'infirmier de demain. Alors, si le médecin de demain n'aura rien à faire, que la machine va lui dire ben, c'est tel diagnostic, si lui n'est pas convaincu, comment est-ce qu'il va convaincre le patient ? C'est ça le problème. On est dans des situations comme ça, des situations d'éthique terribles. Donc, il n'y a pas de réponse claire, chers collègues, à ça, parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, il y ait un arrimage entre les gens de l'IA traditionnelle versus ceux qui prennent le deep learning et qui utilisent le big data et donc des millions et des millions de données par seconde. Il faudrait pouvoir trouver une solution, mais pour l'instant, sincèrement, je ne la vois pas à court terme. Il y a des gens comme Elon Musk, comme Bill Gates et comme Stephen Hawking, etc., qui se sont dit que l'intelligence artificielle, si on arrive à tout automatiser un jour, ça va mener à des dérives. Mais c'est déjà le cas, il y a déjà des dérives, mais elles sont plus ou moins contrôlées. Mais je n'ai pas de solution
pour l'instant à savoir que est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir expliquer tout ce qu'elle fait, et surtout avec des couches et des couches de réseaux de neurones dans le deep learning. Voilà. Merci, Yasma. عايشك. مدام أولا أرحب بالسيد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة الدكتور ياسين وليد اللي التحق معنا اللي نشوف فيه مباشرة. Donc je souhaite la bienvenue au docteur Yassine Walid, ministre délégué chargé des startups, qui va donner sa conférence, qui va animer une conférence à 21h. مرحبا بك سيد الوزير. Bienvenue, monsieur le ministre. Vous n'étiez pas là à ma conférence, mais bon, j'ose espérer que vous pourriez j'étais là, Il était là avec nous. J'ai assisté du début à la fin. Oh, merci beaucoup. Je pensais que vous veniez d'arriver. En fait, je viens juste d'être ajouté à la grille parce que je ne faisais pas partie de… Voilà, donc ils ont corrigé un peu le petit souci technique, mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre présentation du début à la fin. Merci beaucoup et je suis honorée par votre présence. Merci à vous. Donc, je pense qu'on va donner… il y a beaucoup de questions, Esma. Hein. Ah, il va falloir me réinviter alors, monsieur Souris. Je pense que je dois vous consacrer toute une journée. Il y a 20 Avec de plaisir. questions. Avec plaisir. أنا واش نقول إن شاء الله علم نافع. Inch'Allah. Je vais terminer par la dernière question. Je ne peux pas prendre toutes les questions parce qu'on a une deuxième conférence. Donc, on est en retard déjà de 15 minutes. هل الذكاء الاصطناعي يمثل خطر في المستقبل أو هل نستطيع القول أنه لما يصبح الذكاء الاصطناعي متقدما كثيرا يمثل سيطرة على الحياة الخاصة والعامة من حيث استخدام كم هائل جدا للمعلومات الخاصة والعامة؟ أكيد إنه فيه يعني كيفاش يقولوا. Alors c'est sûr que moi l'informatique سامحني خاطر أنا الانفورماتيك المصطلحات نعرفها بالإنجليزي وبالفرنسي ما نعرفهاش بالعربية. معليش vous pouvez répondre en français. بصح أنا من رأيي الذكاء الاصطناعي يعني ولا بد منه يعني شر entre guillemets ولا بد منه يعني ما نقدروش نخليه هكا على الهامش ومن بعد نقولوا سي با غراف والناس يديروا احنا ما نديروش لازم ناخذه كيما باغ كي ناخذوا السيارة بكري جدودنا كانوا فوق الدواب ومن بعد كي داروا السياره قالوا اسكو نعودوا نسوقوا ولا نخليوها نو ساقوا يا يو دي زاكسيدون مازالوا دي زاكسيدون بصح كيفاه يقولوا ولفنا نتعايشوا مع هذه القضيه اي بس كيف مع الذكاء الاصطناعي لازم الواحد يبدا يدخله بشويه بشويه وربما يعني في المستقبل يولي يعرف يتعايش معه بصح لازم يكون فيه يعني كيف يقولوا تعليم والتعليم لازم يبدا من الابتدائي ما يستناوش حتى يوصلوا للجامعه باش يعلموهم شنو الذكاء الاصطناعي لازم يبداو يعني خطوه بخطوه في الابتدائي ومن بعد في المتوسط ومن بعد في الجامعه لازم ولا بد voilà. Merci beaucoup madame la réponse on va rajouter Claude on s'excuse on va rajouter juste 5 minutes. Aucun problème avec une présentatrice aussi brillante j'écoute. Merci beaucoup. Et j'ai peur de passer après vous, franchement. Hein. Parce qu'à vous écouter, là, je pars dans le bois. Ça, c'est notre avantage qu'on a au Canada. On a encore beaucoup de terrain où on peut s'isoler parce que à vous écouter, je crois que c'est la dernière solution des fois peut-être qui nous reste. Vous savez, j'ai donné cette conférence, je ne sais plus où exactement, mais une personne m'a dit, mais écoutez, à ce moment-là, on revient à l'ère de la pierre avec le stylo et la feuille et on quitte nos ordinateurs. Et je lui dis oui, si vous voulez ne pas avoir de présence sur Internet, faites-le. Mais le problème, c'est qu'il faut épouser l'époque et avec le moindre de dommages, c'est-à-dire éviter les dommages collatéraux et veut pas, si on veut faire partie de ce monde, il faut aller avec la mouvance, c'est ça. Alors, je vais vous dire, Esma, je suis soit un dinosaure, soit un combattant le dernier des Mohicans. Je ne veux pas prendre de téléphone intelligent avec moi.
Donc, Mais je n'en avais pas non plus. Écoutez, Voilà. chers collègues, si vous allez sur mon site web de l'Université de Montréal, sur mon site web, il y a une interview que j'ai donnée à une journaliste, mais qui est une de mes collègues, Sylvie Gendreau. Et à cette époque-là, il y a à peu près 3 ans, j'étais en train de lui dire que je n'avais pas de téléphone intelligent et que j'étais contre parce que je ne voulais pas être géolocalisée, je ne voulais pas avoir de publicité intempestive, je ne voulais rien de tout ça. Et donc, j'avais un petit Nokia vieux comme le monde là. Pareil. Et puis ensuite, veut pas, à un moment donné, j'ai dû abdiquer et prendre un téléphone intelligent, et puis un deuxième, et puis un troisième, figurez-vous, parce que celui que j'utilise avec ma famille n'est pas celui que j'utilise pour l'université, et ce n'est pas celui-là que j'utilise pour mes consultations, etc. Mais pour vous dire, c'est vraiment le cœur déchiré que j'ai dû m'y résoudre. Mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, alors moi, je peux me permettre d'être le dernier des Mohicans. Oui, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait peut-être qu'on fasse une journée intelligence artificielle uniquement. Ouais. Et puis là, on donnerait l'occasion aux gens de poser toutes les questions possibles. Ou peut-être faire une conférence en Algérie, peut-être. Alors, vous travaillez beaucoup avec HEC, puis je vais faire le lien un petit peu avec HEC dans ma présentation, avec ce que vous avez dit. Ah, ben c'est super. I'm going to give you the floor, dear colleague. Okay. Alors, c'est bon, Monsieur Mansouri? Ali, ouvre ton micro. Ali, ouvre ton micro peut-être. D'accord. Donc, je vais donner la parole qui vient de nous rejoindre aussi, le professeur Debbabi, doyen par intérim de l'école de génie et d'informatique de l'Université Concordia, Canada, qui est là avec nous. C'est Debbabi, professeur Debbabi. Merci beaucoup, Ali, c'est gentil. Très heureux d'être ici. J'ai été très ravi de suivre une partie de la présentation de Asma. Excellente présentation. Alors, Mourad est un ami d'enfance, enfin, enfance. On a fait nos études, comment dire, en France ensemble, et puis on est originaire de Constantine tous les deux, et on travaille en cybersécurité pareil. Alors, et avec l'animateur Ali Mansouri aussi. En plus, ouais. Les trois Constantinois. Ah, scout bark. Le soleil se lève toujours à l'est. Mais je tiens juste à mentionner que je suis un big fan de l'entente de Sétif depuis les années 70. Là, je ne suis pas d'accord. Ah oui, موكي استمالة زرقاء وبيضاء. Ah oui. أنا مع السي مراد كحلة وبيضاء. Oui. Morad, vous avez une question, professeur? Non, c'est correct. Non, j'ai pas de question. Ça m'a fait plaisir de savoir que tu étais là, Mourad. Ça m'a fait plaisir. Le plaisir. Professeur Mourad Debbabi, il aura une intervention. Donc, une intervention. Si tu permets, j'ai une question. Ali. Oui. Alors, merci Asma pour la présentation. C'était Ismaël Hadjab, expert en mobile, payment, et professeur à l'INCG aussi en IT et digital. Oui. Donc, merci Asma pour la présentation. C'était très intéressant et enrichissant. Merci. La question que je me permets de vous poser, vous avez montré la cartographie du monde par rapport aux recherches et développement de l'IA. Par rapport à l'Afrique, vous avez dit que vous espérez qu'il y aura bientôt, Inch'Allah, des… Inch'Allah, oui. Ma question est par rapport à ça, en fait. Quels sont les secteurs, comment on peut projeter tout ce que vous avez présenté, comment on décline en quelque sorte par rapport aux startups, un start-upper. Je sais que c'est un écosystème ultra compliqué par rapport au marché, par rapport aux besoins, tout ça. Comment on peut décliner quelques secteurs de l'intelligence artificielle par rapport à notre besoin, à notre échelle et par rapport à notre marché? Voilà ma question. Le tourisme s'y prête très bien. Le secteur de tourisme, le secteur médical, l'éducation surtout. Je dirais éducation, médecine, finance et tourisme. Ça, c'est les secteurs où on pourrait commencer de façon naturelle, je dirais. Si vous prenez par exemple WEDCNIS,
moi, je le vois bien devenir une start-up d'intelligence artificielle pour peu qu'on rajoute des algorithmes au niveau des recommandations qu'il fait, ou là, avec le site Smart B, ou Jumia, je crois, et, etc., etc. Je pense qu'on a une belle jeunesse algérienne qui ont de très, très bons potentiels, mais il faut juste leur laisser le choix de pouvoir, enfin le choix, leur faciliter cette bureaucratie qui les freine, c'est tout. Bon, maintenant, quand on fait du commerce électronique, il faut aussi parler de e-banking. Et là, bien sûr, il faudrait que le gouvernement décide quelles sont les voies ou les stratégies à prendre pour pouvoir commencer à faire du e-banking et du e-payment, pardon. Je voulais dire e-payment, e-payment. Voilà. Justement, c'est ma spécialité. Ah, d'accord. Le paiement Oui. en général et le e-payment et tout ce qui est plateforme mobile. Tout ce qui est mobile payments, etc. Voilà. Mais sincèrement, moi, je pense qu'en amont de ça ou même en aval de ça, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est bien, l'innovation, c'est bien, les technologies, c'est bien, mais je crois qu'un des piliers SS, vraiment, c'est d'éduquer les gens. C'est-à-dire, nos ancêtres, quand le savon a été inventé, ils ont appris à se laver. Au départ, le savon, ils ne l'utilisaient pas pour l'hygiène corporelle, ils l'utilisaient pour guérir des problèmes dermatologiques. Et puis plus tard, ils l'ont utilisé pour se laver. Ben, c'est pareil pour nous. Il faudrait que notre jeunesse et nos enfants, etc., apprennent à utiliser cette éducation de l'hygiène numérique, parce que c'est un peu comme les Gaulois. On les a mis dans la soupe comme Obélix et Astérix, là. Eux, ils ont la potion magique, je veux bien, mais nous, notre jeunesse n'a pas la potion magique. Donc, on ne peut pas les mettre dans la soupe directement. Il faut absolument les éduquer à la base. Et en plus, l'éducation numérique, on est extrêmement en retard. Si je regarde, parce que j'interviens souvent en Tunisie, je regarde la Tunisie, il y a Hassan. Donc, je me dis qu'il faudrait vraiment commencer. Enfin, commencer, peut-être qu'on a déjà commencé, que j'en sais rien, mais il faudrait vraiment s'activer, on va dire. Justement, il y a une question dans ce sens, Asma, intelligence artificial and big data in our country. How to start? Eh bien, how to start, il faudrait amener votre diaspora en intelligence artificielle et mettre au point un master en intelligence artificielle. Il faudrait faire de la consultation peut-être dans les entreprises. Il faudrait rencontrer des programmeurs pour leur enseigner le BA des statistiques et tout ce qui est enfin, je veux dire, il faut bien commencer quelque part, je veux bien, mais l'éducation pour moi, c'est la base. C'est-à-dire, il faut éduquer, il faut faire des séminaires comme ça, il faut rencontrer des gens et il faut profiter de la diaspora algérienne parce qu'on est nombreux partout dans le monde. Il faudrait juste qu'il y ait une facilité pour qu'on puisse aider nos compatriotes. Donc, il faudrait faire des programmes de data science dans les universités et dans le secondaire. Je veux dire, Justement, il y a une question dans ce sens par Mariam Belguidoum. Au niveau d'enseignement supérieur, quels sont les programmes qui peuvent et qui doivent être intégrés dans le domaine de l'intelligence artificielle et cybersécurité? Jusqu'à présent, il n'y a pas de programme dédié à ces deux disciplines. Mariam Belguidoum est une collègue et amie à l'Université de Constantine. Et j'ai été approchée par quelqu'un, sans dire qui c'est, de l'Université de Constantine pour entamer une stratégie d'intelligence artificielle, justement. Mais je pense qu'il faut commencer par des cours de data mining, des cours de data science, des cours d'hygiène numérique, des cours de sécurité informatique et des cours de human-computer interaction, c'est-à-dire comment interagir avec la machine. Mais je ne peux pas répondre assez rapidement comme ça par manque de temps. Mais je veux dire, il faudrait simplement regarder le cursus des universités les plus connues aux États-Unis, au Canada et puis dans les pays super développés et voir quels sont les modules que ces gens-là enseignent et faire à peu près la même chose. Je pense. Justement, dans ce cadre, je vais donner… Je peux une petite question rapide. Oui. Oui. Merci, Madame Mariam. Asma. Oui.
Oui, oui, pas de problème. Que pensez-vous? Vous avez parlé tout à l'heure des conventions de confidentialité. Vous êtes passé, vous avez mis le doigt sur le problème. Vous avez dit que c'est tellement écrit, on connaît ça sur le plan commercial. C'est des moyens détournés, j'allais même presque dire délictuels et dolosifs, pour pouvoir dire aux gens, vous avez adhéré. Et vous avez pas, mais c'est une entourloupe du droit. Oui, comme on connaît, mais pratiquement en Occident, aux États-Unis précisément, est-ce que ce sont des pratiques, c'est une pratique, comment est-ce qu'il y a un consensus là-dessus, est-ce qu'il y a un mouvement contre ça pour dire ce petit talibi, vite fait, les sciences même, les sciences cognitives et les sciences psychologiques savent que la masse n'a pas le temps de faire tout ça. C'est-à-dire que c'est une entourloupe, comment on passe là-dessus? Et merci. Oui, en fait, c'est comme une omerta, hein, de toute manière. Hein. Je veux dire, depuis qu'ils ont mis des commissaires à la vie privée, depuis qu'ils ont fait le GDPR, hein, l'espèce, vous connaissez le GDPR là, les nouvelles lois en France pour la protection des données personnelles. Donc, ils mettent un commissaire à la vie privée dans chaque entreprise. Et puis ensuite, ils font attention à ce que les données des employés, des clients, etc. sont… Et puis, il y a la CNIL aussi. Voilà, et la CNIL qui vérifie tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas le choix. Depuis qu'ils ont fait ça, eh bien, les opérateurs ils ont mis de l'ingéniosité à mettre tout de suite… si vous continuez à surfer sur ce site web, ça veut dire que vous acceptez nos conditions. Mais si on n'a pas le choix et qu'on a besoin du site, eh bien, classe, c'est fait. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il faudrait simplement peut-être que les gens de droit décident un jour, mais ça, c'est un consensus global, de se dire qu'il faudrait comme mettre des politiques de vie privée adaptées. Pas juste one size fits all. C'est pas vrai ça. C'est pas une politique de vie privée qui va convenir à tout le monde. Il y a des gens qui veulent protéger leur IP address, il y a des gens qui c'est pas ça, ils veulent protéger plutôt leur location, etc., etc. Il faudrait pouvoir choisir nous-mêmes, en opt-in plutôt qu'en opt-out, la politique de vie privée à laquelle on veut souscrire. Mais on est loin, loin, loin de là, malheureusement. Donc, pour l'instant, si on a besoin du service, on accepte au Irhamharbi. Si je peux me permettre, en tant qu'avocat, juriste, ce n'est pas le droit qui va solutionner cette problématique. Absolument. Parce qu'on sera toujours en retard. Et nous, à HEC, depuis 1 an, comme cours obligatoire à notre bachelor, les gens ont un cours d'éthique. Ça va être plus la sensibilisation à l'éthique. Le droit sera toujours, vous savez, c'est comme en fiscalité. En fiscalité, quand le gouvernement vous bloque un aspect fiscal, c'est parce qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà utilisé. Donc, on est toujours en retard d'un métro. Oui, tout à fait. Ça, c'est le côté français, franco-français, de mettre des lois, de mettre des organismes. Ils seront toujours dépassés, toujours en retard. La vitesse de la technologie dépasse l'adaptation des lois, cher ami. Par contre, l'éthique chez tout le monde, et là, naturellement, il y aura toujours des voyous, il y aura toujours des marginaux, mais si à un moment on développe l'éthique, et je crois que la jeunesse est plus attachée à l'éthique qu'au droit aujourd'hui, hein, d'avoir des valeurs environnementales, des valeurs sociétales, des valeurs, on pourra en parler en entrepreneuriat social, donc c'est ces valeurs-là. Ça, c'est pas du droit, hein. On n'a pas obligé les gens à faire du droit de l'entrepreneuriat social. C'est venu des gens, c'est pas venu du gouvernement d'obliger les gens à être très social. Oui, je pense que, enfin, je suis d'accord avec vous, chers collègues. Oui, je pense, ouais. Il faudrait des cours d'éthique, voilà. Mariam Belguidoum qui demandait, il faudrait des cours d'éthique, effectivement, oui. Mais même avec ça, pas uniquement, parce que les hackers qui sont très pénalisés, qui sont vus de manière criminelle, ne font pas autre chose que de la manipulation. Ce que font les autres officiellement, c'est eux aussi, ils vont vers la banque de données, vers le big data, ils ont des accès qu'on leur interdit par ailleurs et par le droit, alors qu'eux, ils peuvent servir des causes éthiques. Mais je vais vous dire, il y a les hackers gentils, comme Esma nous a dit, qui contrôlent aussi, qui contrôlent ces fameux hackers méchants-là. Oui, parce qu'il faut… Ils le font gratuitement. Il faut un contre-pouvoir, anyway, bien sûr.
Sauf que ce contre-pouvoir, est-ce qu'à un moment donné, il va réussir à stabiliser la situation? Ben, on ne sait pas, parce que l'informatique va tellement vite, je vous jure que des fois, en un mois, c'est déjà du has-been. C'est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que le temps qui nous est imparti est peut-être très court et vous avez dit que ce n'était pas le lieu de pouvoir développer ce que vous nous disiez tout à l'heure parce que c'est quand même quelque chose d'effarant. اسمع Que pensez-vous personnellement, vous, en لازم ندير لك جورني واحده اخرى بإذن الله. personnellement, les questions, j'ai plus de 35 questions, je n'arrive plus à suivre les questions. الله يبارك. Wallah, je n'arrive plus à les suivre. Samhouna, avec les participants, je ne peux pas, il y a plus de 40 questions en ligne, plus les gens qui écrivent sur Facebook. Je vais clôturer par la dernière question. Je dois clôturer par la dernière question. Je donne la parole à Monsieur le ministre chargé des startups, Dr Yassine Ouelid, pour peut-être intervenir sur la relation en Algérie, les opportunités que les startups peuvent avoir dans le cadre de l'intelligence artificielle. Monsieur le ministre, tfadal. Merci. Je tenais à remercier tout le monde pour la qualité de vos interventions. À vous remercier, vous, d'ailleurs, Madame Aymer, pour votre brillante présentation. J'avais juste une petite remarque à faire par rapport à une carte que vous avez montrée, où on voit plein de pays africains en rose, en rouge, etc. Et en Algérie, on a une sorte de vide intersidéral. En fait, en Algérie, on a été souvent pénalisé par certains classements internationaux faits par des cabinets, par parfois des revues spécialisées, etc., où on est un peu déclassé, pas parce qu'il n'y a pas de matière, mais beaucoup plus parce qu'on communique peut-être pas assez d'informations. Et vous serez peut-être étonné de venir en fait en Algérie et de voir le nombre de startups en intelligence artificielle qui existent et qui arrivent même à exporter leurs services en dehors de l'Algérie. Et ça pourrait peut-être vous étonner, mais moi j'en connais personnellement au moins 10. Je citerai juste une seule, vraiment pour illustrer, vraiment pour ne pas m'étaler plus que ça. Elle s'appelle Big Mama. Ils ont remporté deux concours contre des ingénieurs d'Harvard. Et c'est des ingénieurs algériens diplômés de l'université algérienne, plus précisément de l'université de Hollywood-Médiane. Donc en fait, la formation intelligence artificielle, elle est là. J'avais entendu aussi parler master sécurité informatique, ça existe déjà. Il y a déjà une première promotion en master en sécurité informatique. On a les meilleurs peut-être pentesters de la région, peut-être aussi les meilleurs au monde. Hein, et ça, c'est vraiment sans exagérer, sans rien du tout. Mais durant des années, on n'a pas, je pense, fait un travail pour un peu enjoliver ce qui se fait en Algérie. Et on n'a peut-être pas assez communiqué autour de ce qui se fait. L'un des points les plus importants qu'on est en train de traiter et que je vais peut-être avoir le temps d'aborder tout à l'heure dans ma présentation, quand on parle d'écosystème startup, c'est de la visibilité du succès. C'est dans tout écosystème, c'est extrêmement important de donner de la visibilité aux gens qui réussissent, parce que c'est eux en fait qui font en sorte de tirer tout le monde vers le haut. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas fait en Algérie dans le passé, mais comme vous le savez, on va peut-être être le premier pays au monde à avoir un département ministériel dédié aux startups. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure d'un ministère de l'intelligence artificielle à Dubaï, donc là on a quand même 3 départements ministériels qui sont dédiés aux startups et à l'innovation de manière générale. Et donc il y a quand même un petit retard qu'on va essayer de rattraper et faire en sorte que éventuellement ce genre de classement où l'Algérie n'est pas forcément, j'ai envie de dire, on n'enjolive pas en fait l'image de l'Algérie internationale. On va essayer de régler ça et on va essayer aussi de mettre accent sur ces quelques startups algériens qui font de l'IA et qui le font de manière remarquable. Voilà, c'était ma petite remarque. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre intervention et j'en suis très contente. Mais alors à ce moment-là, je pense qu'il faudrait apprendre à ces gens-là à mieux se vendre. Et je m'excuse, je mets un bémol au mot se vendre parce que ce n'est pas au sens péjoratif, au contraire. C'est-à-dire ils travaillent sur leur branding. Oui, et en fait, dans toutes les universités, pourquoi est-ce que les gens brillants de nos universités ne brillent pas chez eux et quand ils vont à l'étranger, qu'ils ont toutes les ressources, tout d'un coup, ils au-dessus de la pointe de l'iceberg. Donc, il faudrait simplement faire un travail d'introspection et de re-engineering de la connaissance et revoir tous les procédés
que ce soit au niveau du ministère de la Communication ou du ministère des Startups ou d'autres ministères, et décider quoi faire. Je vous donne un exemple. Quand j'ai intervenu en Tunisie, à l'ENA, l'École nationale d'administration, ces gens-là, il y avait 26 ministères en Tunisie, et chaque ministère envoyait un candidat, soit un chef de cabinet, soit un directeur, je ne sais plus à quel niveau des fois, et ils venaient prendre des cours à l'ENA pour se remettre à niveau. J'étais un des experts qui venaient du Canada pour leur donner un cours de sécurité informatique, mais Human Aspects in Cybersecurity. Et à la fin de l'année, ces gens-là se rencontraient, ils allaient en Corée du Sud faire un voyage et revenaient. Et pourquoi est-ce qu'en Algérie, il n'y a pas ce genre d'initiative? Il n'y a pas de mal à ce que nos décideurs se remettent à la page eux-mêmes, pas juste parce que des fois les mots me viennent en anglais. They rely on their DSA. Enfin, anyway, ils font plus confiance à aux informaticiens qu'ils emploient. Mais ce n'est pas le travail d'un informaticien de faire de la sensibilisation au niveau des secrétaires, au niveau des balayeurs, au niveau de tout le monde. Tout le monde doit être sensibilisé. Et ça, on est tellement en retard. Et en plus, les gens n'apprennent pas à se vendre et ils ne se mettent pas de l'avant parce qu'ils disent « Ah oui, il faut, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'il y ait des indicateurs de succès qui montrent qu'un pays est en train d'avancer. Et ça, je l'ai dit dans un article, non, dans un chapitre que j'ai écrit avec Sitaïb Hafsi. Le livre est sorti chez Casbah Édition il y a quelques années. Où ça va intervenir demain, Taïb. Oui, c'est ça. Ça s'appelait le développement économique en Algérie. Si vous prenez le livre Le développement économique en Algérie, il y a le chapitre sur l'enseignement supérieur où je parle, moi, de ces indicateurs-là. Et je parle des Chinois, et pourtant ça fait des années, où ces gens-là font revenir leur diaspora. Et leur diaspora elle revient, pourquoi? Parce qu'ils mettent le tapis rouge, quoi. Et là, ils recapitalisent sur leur diaspora. C'est pour ça que la Chine a avancé. Elle n'a pas avancé comme ça, là. En tout cas, je ne veux plus m'étaler, mais merci infiniment pour votre remarque, Monsieur le Ministre. Elle me ravit. Alors, Monsieur le Ministre, j'aimerais juste vous passer un message parce que je crois que ESMA est très modeste. Montréal est reconnu parmi les 3 centres mondiaux en intelligence artificielle et elle travaille à Montréal. Donc, vous avez une sommité devant vous. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. Merci beaucoup, Esma, pour cette belle présentation. Donc, nous allons organiser peut-être prochainement toute une journée dédiée à cybersécurité et l'intelligence artificielle.